up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je renoue le dialogue, ça fait pratiquement bientôt 3 ans qu'on n'a pas discuté. Il était venu, c'était parmi les premiers invités à être venu comme ça sur la chaîne Microciné. C'est le journaliste, critique de cinéma, programmateur, entre autres, Léo Soesanto, et écrivain de cinéma parce qu'il était venu pour un livre bien précis qui s'appelait L'aéroport, l'aéroport mise en scène, édité chez Espace et Signe. Et on avait donc parlé, alors vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Et aujourd'hui, je suis venu, enfin, c'est moi qui suis venu vers lui pour lui proposer de revenir sur la chaîne parce que il y a un événement du 6 au 12 décembre. La Cinémathèque française organise une rétrospective consacrée à la cinéaste américaine Sofia Coppola. Et Léo Soesanto a écrit un texte de présentation sur cette cinéaste que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait, comme ça, une trentaine de minutes, 40 minutes, discuter un petit peu de ce cinéaste et pourquoi cette cinéaste et dans quel le rapport qu'il entretient avec son cinéma. Et puis, on va rebondir, voilà, quelques images comme ça que je vais lui proposer, puis on va rebondir un peu sur tout ça. Mais avant cela, merci Léo. Comment allez-vous? Très bien, je suis très heureux de revenir après 3 ans, donc après cette émission sur les aéroports. Mine de rien, il y a peut-être des connexions entre les aéroports et le cinéma de Sofia Coppola, et on va en parler tout à l'heure. Ah oui, c'est évident. Alors, très vite, moi, j'aimerais bien vous poser la question, une question très simple, non pas savoir quand est-ce que vous avez croisé le cinéma de Coppola, j'aurais pu, mais ça, le Sofia Coppola. Ouais. J'aurais pu, mais ça va arriver tout doucement. Non, c'est surtout le titre du texte. Vous l'avez nommé Théorie de la jeune fille. Pourquoi Théorie de la jeune fille? Au début, ça devait s'appeler à l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc en référence à Proust. Et puis, je me suis rendu compte que le titre avait déjà été pris par quelqu'un d'autre sur le même sujet, donc Sofia Coppola. Et la théorie de la jeune fille, c'était surtout une espèce de, pas une boutade, mais un clin d'œil, mais effectivement à ce texte du collectif Tikkun, donc voilà, qui avait fait en 2001, pardon, au début de fin du XXe siècle, au début 2000, effectivement, cette espèce de manifeste très très touffu qui s'appelait Théorie de la jeune fille. Et comme c'était plus ou moins en concordance effectivement avec le moment où émergeait Sofia Coppola, donc avec Virgin Suicides, donc la coïncidence me paraissait, je ne sais toujours pas si ce collectif a vu ou pas Virgin Suicides ou les films de Sofia Coppola, quoique je soupçonne un petit peu. Et donc, effectivement, oui, ça partait d'une espèce de clin d'œil de boutade, puisque je pense que la théorie de la jeune fille, dans les deux cas, selon Sofia Coppola et selon Tikkun, on va dire que les conclusions n'ont rien à voir. D'un côté, on a quelque chose d'un peu plus critique, très d'extrême gauche, très anticapitaliste, et on a la position de Sofia Coppola qui est, on va dire, plus ambivalente, plus acquise au système, on va dire, mais ça m'intéressait donc de partir de ce titre-là et de développer une espèce de théorie de la jeune fille, de ce motif récurrent. Enfin, maintenant, voilà, c'est un peu un cliché du cinéma de Sofia Coppola, mais qui est sa prédilection pour la jeune fille, donc pour les jeunes filles en fleurs, donc surtout les jeunes filles, femmes en transition, voilà, donc ce passage délicat, compliqué de l'adolescence à l'âge adulte, et ça revient systématiquement dans ces films. Donc soit c'est plusieurs jeunes filles, donc comme dans Virgin Suicides, donc un gynécée, soit c'est une jeune fille toute seule, comme Scarlett Johansson dans Last Sensation. Et après, il y a des variations, donc soit c'est la jeune fille donc coupée du monde, la jeune fille avec un homme, qui est en général plus âgé, Lost in Sensation, qui peut être son père, comme dans Somewhere ou dans On the Rocks. Donc il y a des variations comme ça. Donc c'est cette espèce d'idée de la jeune fille un peu éternelle, qui est un peu un cliché aussi du cinéma, ce qu'on appelle le cinéma du coming of age, de la découverte de soi, de l'apprentissage, on
on appelle ça dans le cinéma français. Et donc voilà, donc on partait de ça, je suis parti de ce titre pour essayer de développer ces motifs qu'on connaît tous dans le cinéma de Sofia Coppola. Mais je pense que lorsqu'on découvre Virgin Suicides en 1999, par exemple, on découvre ce film-là, et puis, je crois, si je me souviens bien, en tout cas, c'était un film qui avait emballé pas mal de personnes, Lost in Translation énormément. Ouais. Mais après, avec Marie-Antoinette, en fait, je ne me trompe pas, et si je me souviens bien, si j'ai encore de la mémoire, finalement, on lui reprochait ce qu'on avait appris. Ces détracteurs qui grandissaient lui reprochaient finalement ce qu'ils avaient apprécié dans Virgin Suicides. Donc, et ensuite, il y a eu, bien évidemment, cette espèce de cliché, comme vous l'avez bien évoqué. Mais le cliché, ça se base d'abord sur du réel, le cliché. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir un peu, vous écoutez, me parler un peu de Sofia Coppola et le réel. Est-ce qu'on peut mettre ces deux termes dans la même phrase? On peut mettre ces deux termes dans la même phrase, même si c'est un peu, on va dire, antinomique. Enfin, le problème de la jeune fille, effectivement, chez Sofia Coppola, c'est qu'elle est toujours dans une bulle. Donc, c'est ce rapport au réel. Donc, entre le réel et la jeune fille, il y a cette bulle, cette vitrine. Donc, et comme c'est le cinéma de Sofia Coppola, c'est une vitrine qui est agréable à regarder, donc c'est joli. Mais toujours dans ces films, c'est ce rapport au réel, comment cette jeune fille, comment ces personnages en fait qui ne voient rien, qui sont souvent aveugles, hein, comme Marie-Antoinette dans Marie-Antoinette, comme le gang de Bling Ring, enfin ces jeunes voleurs, cambrioleurs qui n'ont pas du tout en fait conscience de ce qu'ils font. Donc ils ont un rapport au réel assez ambivalent, assez compliqué, en plus qui est perverti par la quête de la célébrité, par les réseaux sociaux, et qui est assez bien mise en scène avec dans le film. Il y a le réel de la délocalisation. Il y a lorsqu'elle fait Lost in Translation, c'est effectivement cette fille encore dans une prison, mais cette fois à Tokyo. Donc effectivement, on peut lui reprocher de faire un cinéma apparemment déconnecté du réel, mais il y a aussi cette idée, il y a comment dire cette ambivalence par rapport au réel chez elle, qui est lorsque le réel rentre dans la bulle, et c'est très compliqué, donc ça se finit souvent assez mal, donc dans Virgin Suicides ou dans The Bling Ring. Donc il y a un rapport assez qui existe au réel, donc qui est ce qu'il est, donc d'où est-ce qu'elle parle, donc elle parle d'un statut, d'un côté très privilégié, mais ce réel existe, donc qu'on le veuille ou non. Même dans Marie-Antoinette, le réel, donc qui est cette révolution, existe. Mais en fait, ce que les gens lui reprochent, effectivement, cette superficialité, et mine de rien, ce que j'aimais dans Marie-Antoinette, c'était que, c'est peut-être, comment dire, réducteur, mais c'est qu'elle mettait ces intrigues de cour à la cour de Versailles, ce qu'en gros faisait déjà Patrice Lecomte dans Le Ridicule, elle met ça au même niveau qu'au niveau des chamailleries dans une cour d'école, quoi. Donc, elle met ça au niveau de la dynamique, effectivement, des groupes de jeunes, de ce que font les gens à l'école, au lycée. Je crois que c'est pas pour rien que son premier film, qui est un court-métrage en noir et blanc qui s'appelle League the Star, mais qui est aussi un anagramme de Kill the Star ou Kill the Rats. Donc il y a déjà une ambivalence. C'est une pure intrigue de cours d'école, quoi. C'est du gossip girl avant l'heure. Et c'est cette manière effectivement de tirer souvent le réel à des choses apparemment très adolescentes, très mineures, qui, je crois, c'est un peu ce que les gens lui reprochent. Mais à la limite, pourquoi pas? Alors, la question que je vais vous poser, généralement, je ne trouve pas forcément que ce soit une question, on va dire, très axée sur c'est dans l'intériorité même des films, du cinéma, très critique du cinéma. Mais en même temps, j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus. Sofia Coppola, quand même, sa particularité, c'est que il y a plein de fils d'eux et de filles d'eux, mais elle est quand même la fille d'une certaine personne. C'est pas n'importe qui, Francis Ford Coppola. C'est quand même quelqu'un, et vous le savez aussi,
c'est bien que moi, si c'était mieux que moi, que c'est quelqu'un qui a été même jusqu'à vouloir créer un langage cinématographique. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc, je voulais savoir, elle, est-ce que dans ces films, on sent ça, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement essaye de parler aussi de cette filiation-là, de ce rapport au cinéma de son père, et en même temps de le déconstruire. Parce que j'ai l'impression que plus on avance dans sa filmographie, plus c'est quelqu'un pardon, qui essaye de se renouveler constamment de film en film. Par exemple, un film comme Somewhere, qui est malheureusement passé un peu inaperçu, je trouve que c'est un film extrêmement bouleversant, voire même très ambitieux cinématographiquement. D'ailleurs, vous le dites dans votre texte parce que vous parlez du rapport au temps. Bref, voilà, tout ce que je dis par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'effectivement, il y a cette ombre du père qui est très présente. Hein, donc, effectivement, souvent dans ces films, il y a cette figure du père qui revient, soit à cause de la différence d'âge, donc par exemple dans Lost in Translation entre Johansson et Bill Murray, même si le rapport est pas strictement paternel. Après, il assume un peu plus ça dans Somewhere, et il va carrément dans The Rocks. Je trouve que déjà, il y a cette ombre du père qui pèse, mais en même temps, elle essaie de s'en dégager. Enfin, déjà, je pense qu'on peut dire que le cinéma de Francis Ford Coppola est un peu plus masculin dans ses thèmes, dans cette manière d'envisager le cinéma comme étant quelque chose d'opératique, comme une espèce de performance, Apocalypse Now, Le Parrain, ou même ce qu'il fait maintenant avec Megalopolis, hein, c'est Hercule, hein, c'est vraiment c'est quelque chose de titanesque. Et par contraste, elle est toujours dans un registre, dans un regard déjà par définition féminin, déjà parce qu'elle est et par le choix de ses personnages, mais aussi par l'échelle de ses films, quoi. C'est quelqu'un qui, depuis 8 films, travaille toujours dans la même économie. On va dire que celui qui a coûté le plus cher, c'est Marie-Antoinette, mais à chaque fois, il aurait pu faire Marie-Antoinette avec scène de fou, une Révolution française, genre Napoléon de Ridley Scott. Maintenant, elle reste toujours dans la limite du film de chambre, quoi. Donc, il y a, et même on en parlera peut-être plus tard, mais dans la scène de procès de The Big Wing, donc lorsque les portes se ferment sur le tribunal et tout ça, on peut dire ça comme une réponse. Sa réponse à la dernière scène, au dernier plan du Parrain, lorsque la porte se ferme sur Diane Keaton, et que voilà, donc on laisse le monde des hommes et la justice des hommes derrière cette porte. Donc il y a une manière, je crois, de répondre à son père, de répondre à l'ombre de son père, même si c'est jamais, comment dire, c'est jamais hostile. Hein, ils ont toujours de très bons rapports. C'était un père papa poule, mais elle dit toujours dans ses interviews, que même si son père est toujours le producteur, et systématiquement le producteur de ses films, elle fait en sorte qu'il ne soit jamais là sur les plateaux, donc elle essaie toujours de mettre à distance. Donc ce père est là, oui, comme vous dites, c'est la fille de, et aussi c'est la cousine de, donc voilà, donc d'une dynastie. Et je perds le film, mais non, je pense que les deux Coppola se complètent. Donc, je pense qu'à un moment, on dira Coppola, juste Coppola tout court, sans avoir à dire Sofia au bout d'un moment. Et je pense qu'il a déjà gagné ses galons pour qu'on puisse dire ça, quoi. Donc, c'est quand même deux visions qui, mine de rien, se complètent. On ne peut pas faire plus féminin que ce que fait Sofia Coppola, et on ne peut pas faire plus masculin que ce que fait son père. Et à chaque fois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de l'hostilité ou du ressentiment dans cet effet par rapport à l'humour paternel. Le grand public découvre Sofia Coppola, réalisatrice, j'entends bien, cinéaste, parce qu'elle avait déjà joué dans certains films de son père, notamment Le Parent 3, mais on la découvre dans Virgin Suicide, le long métrage, en tout cas en 99, et vous avez dit, elle a réalisé 8 films, le dernier en date, Priscilla, d'ailleurs sera montré à la Cinémathèque française, et donc oui, il y a comme en 99, 2023, moi j'aimerais bien savoir un peu, autant au début du 21e siècle, il y avait encore peut-être un cinéma américain qui proposait une forme de diversité, il n'y avait pas forcément de la marge. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont assez ambitieux et ambitieuses, qui sont très souvent à la marge. Comment on pourrait placer aujourd'hui Sofia Coppola
dans ce cinéma américain qui a énormément bougé? Oui, parce que on se dit, parce que c'est Coppola et cette image d'une cinéaste un peu chic, un peu branchée, on a l'impression qu'elle est dans le système. Mais en fait, elle a toujours été à la marge. Hein. La seule fois où elle a essayé un petit peu de frayer, donc de rentrer dans le rang à Hollywood, c'est lorsqu'on lui propose de faire un remake live de La Petite Sirène en 2014 et que ça échoue parce que effectivement, elle a son idée de ce que ça doit être et ça ne marche pas. Et ce qu'elle fait là, Priscilla, c'est presque en plus, c'est pas un film déjà entre qui c'est pas un film à la mode puisqu'il y a déjà eu le biopic d'Elvis donc par Baz Luhrmann, donc qui a proposé assez sa version à elle. C'est comme si elle faisait un Joséphine en réponse au Napoléon de Ridley Scott, quoi. Elle fait ça. En plus, elle fait ce film presque par dépit, parce qu'elle devait faire une adaptation en série télé avec Apple TV d'Edward Wharton, et qu'Apple TV lui a renvoyé ça dans le visage en lui disant que le personnage du roman de Wharton est pas assez sympathique pour une série. Donc, elle fait ce film, ce film Priscilla, un peu comme pour un peu temporiser, pour gagner du temps ou pour faire autre chose. J'avais l'impression qu'elle était arrivée un peu au bout d'un système après Les Proies en 2017. On avait l'impression que c'était un peu une synthèse de tout. C'était un peu la version meurtrière de Virgin Suicide. Au lieu de suicider, elle tue. C'était un peu l'aboutissement d'une espèce de Sofia Coppola Cinematic Universe, puisqu'il y avait Kirsten Dunst, il y avait Alex Fanning. Elle arrivait à phagocyter Nicole Kidman et elle faisait quelque chose avec Les Proies qui était joli, mais dans un sens assez décoratif, quoi, qui était un contrepoint assez bienvenu au film de Don Siegel adapté du même livre, mais ça portait pas grand chose, je trouve. Et elle fait après ce film qui est encore plus passé inaperçu que Somewhere, qui est On the Rocks, que j'aime beaucoup, qui est un film faussement mineur. Et on sent un peu une histoire d'artistes en crise, de cinéastes en crise, d'écrivains en crise. Et on peut lire ça un peu comme un autoportrait de Sofia Coppola. Et en plus, les deux personnages ont le même âge, donc c'est la crise de la quarantaine, cinquantaine. Donc on sent un petit peu que c'est une manière pour elle de faire le point et en même temps de se régénérer. En plus, en faisant revenir un acteur familier qui est Bill Murray, qui est un peu, entre guillemets, son père, son père symbolique grâce à Lost in Translation. Et donc, elle n'est pas si mainstream que ça. Elle occupe une place assez particulière à Hollywood, qui, je pense, est la même que celle de quelqu'un qui est proche d'elle, qui est Wes Anderson, quoi. Donc des sujets, à peu près les mêmes sujets, les mêmes obsessions, et en même temps c'est pour ça qu'on va vers eux, c'est voilà. Mais ouais, dans le paysage américain contemporain, elle est la seule à faire ce type de film là, quoi qu'on en pense, à cette échelle là, avec ce regard là, donc avec la même comment dire, avec eux-mêmes, comme si c'était une marque, comme si c'était Wes Anderson, comme si c'était un label. Alors, je rappelle, la rétrospective, c'est du 6 au 12 décembre. Il y a votre texte de présentation qu'on peut retrouver sur le site de la Cinémathèque française. Et d'ailleurs, que le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, je voudrais vous montrer quelques captures comme ça, c'est pas des extraits, malheureusement, parce qu'avec YouTube, on n'en a pas le droit, mais au moins des photos, voilà. Et juste rebondir là-dessus, on va commencer par ordre chronologique. Donc, Lost in Translation. Je n'ai pas été très original dans le choix de l'image. Voilà, c'est cette image-là. C'est une image ouais, comment tout le monde connaît cette image, tout le monde a imaginé ce qu'ils ont pu se dire. Voilà, ça se trouve c'est très très simple, très idiot, mais c'est l'une des plus, je pense, l'une des plus jolies fins dans le cinéma américain contemporain, enfin on est en 2023, oui, de ces 20 dernières années, quoi. C'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose de très simple. Ça reste quelque chose de très mystérieux. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et à la limite, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'est fait sa version. Mais voilà, c'est un peu ce film-là, c'est après Virgin Suicide, c'est la confirmation. Déjà, Virgin Suicide, c'était
C'était un super début pour commencer. Il y avait aussi un peu la suspicion qui avait beaucoup pompé sur Peter Weir, sur Picnic à Hanging Rock, qui est un peu quand même la grosse influence du film. Donc, et à partir de Lost in Translation, voilà, on voit elle s'affirme, elle confirme avec quelque chose avec une histoire très personnelle. Et en plus, pour moi, un sujet que j'adore. J'ai écrit ce livre sur les aéroports parce que j'adore ce que j'appelle les non-lieux, les endroits où on est nulle part. Et c'est une spécialiste des films d'hôtel. Je pense que Lost in Translation et Somewhere sont les deux meilleurs films d'hôtel qui soient. Et parce que ces non-lieux, voilà, comme au sens anthropologique, c'est quelqu'un qui a vraiment un sens de l'espace, quoi, un sens de l'espace, mais assez fou. Mais vu que la plupart de ses films sont inspirés donc de photographie et tout ça, donc c'est quelqu'un qui sait très bien composer le cadre, mais son obsession des hôtels dans ce film-là, ou même dans cette émission pour Netflix qui a faite, une émission de Noël spéciale avec le Big Murray qui se passe dans un hôtel à New York. C'est ça qui m'intéresse peut-être le plus chez elle, c'est cette manière de trouver un espace qui soit vraiment une expression du sentiment de décalage, de transition de ces personnages. Un hôtel, c'est un endroit où on n'est pas censé rester, c'est un endroit où on arrive et d'où on part. C'est un endroit assez bizarre, quoi. Et dans Lost in Translation, elle trouve ce lieu, cet hôtel formidable qui est le Park Hyatt à Tokyo, qui est un hôtel hyper haut. Déjà qui commence pas au rez-de-chaussée, donc il faut rentrer, puis après il faut prendre un ascenseur, il faut monter encore 20 étages pour accéder à la réception d'hôtel. Donc, et elle arrive à faire, avec Lost in Translation, ce film d'errance, de transition, où on est nulle part, voilà, avant qu'elle fasse son film Somewhere, où on est quelque part. Mais ces non-lieux que vous évoquez dans certains films de Coppola, et là, pour le coup, on prend comme exemple un hôtel. Tout est possible à l'intérieur de cet hôtel parce qu'on ne sort plus. Pendant quelques jours, on se dit que tout est possible et puis on est à notre disposition. Enfin, voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que c'est aussi ça le cinéma de Coppola, c'est que pendant 1h30, 2 heures, tout est possible. Je trouve que les fins dans les films de Coppola sont toujours jolies. Et je trouve qu'elle réussit toujours ses fins. Et par exemple, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi la dernière image, parce que une des dernières images, c'est que dans une comédie sentimentale, dans une comédie faussement sentimentale, mais quand même, ce qui ne dit pas son nom, souvent on se demande comment ça va se terminer. Comment ça va se terminer. Et je trouve que chez Coppola, en tout cas chez Sofia Coppola, elle a une manière de terminer ces films qui sont assez jolis. Et donc, pour reprendre cet espace de non-lieu, où tout est possible finalement, est-ce que ça serait ça aussi le cinéma de Coppola? C'est ça, et c'est un espace, un espace de tout est possible. Et ce que j'adore surtout dans ce film-là, c'est la possibilité d'une virginité, c'est d'une relation, mais qui soit entièrement platonique entre ces deux personnages, où il y a en fait très peu, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce que c'est une relation père et fille? Est-ce que c'est une relation à caractère vaguement érotique ou sexuel? Il y a toujours quelque chose d'ambivalence. En même temps, non, quand on y pense, c'est quelque chose qu'on voit en fait assez rarement dans le cinéma, dans le cinéma tout court. C'est juste une amitié entre un homme et une femme. C'est très compliqué à mettre en scène. Et ça, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Et là, on reste encore un petit peu dans ce sillon un peu virginal qui était aussi de Virgin Suicide, quelque chose de très pur, et voilà, qu'elle arrive à transposer dans une relation entre un homme et une femme. Vous parlez de la fin du film, moi ça me rappelle aussi le début du film de Lost in Translation, qui est ce plan qui s'attarde un peu trop longuement sur le dos de Scarlett Johansson en petite tenue. Et on lui a reproché donc effectivement de faire un plan très très misogyne avec de la pornographie, mais la manière dont la caméra s'attarde plus que de raison sur ce postérieur, en fait, on n'est pas dans le mépris, on n'est pas chez Godard à essayer de savoir si les fesses sont belles. Au bout d'un moment, ce plan arrive à
je sais pas, à revirginiser quelque chose, à rendre ça très très chaste et très pur. Donc on commence effectivement avec ce plan pratiquement neutre en fait sur des fesses et on finit sur ces adieux hyper touchants, hyper purs, hyper cristallins, sans qu'il y ait jamais, voilà, sans qu'il n'y ait jamais aucune vraie connotation sexuelle entre ces deux personnages. Alors, la prochaine image, c'est Marie-Antoinette. On en a un peu parlé d'ailleurs, c'est 2006, et c'est cette image-là. C'est effectivement, oui, on oublie souvent, il y a Marie-Antoinette et on oublie Louis XVI et l'hypothèse qui est récurrente dans le film, c'est que ces deux-là, ce qui intéresse Sofia Coppola dans le film, c'est que cette jeune femme Marie-Antoinette et ce jeune roi, en fait, étaient beaucoup trop jeunes pour être souverains. Donc tous les malentendus, toutes les maladresses qui peuvent découler de ça. Dans ce photogramme que vous montrez, il y a aussi ce sentiment d'isolation, quoi. Donc ce couple, voilà, ils se tiennent par la main et ils sont seuls au monde, ils sont seuls dans le tumulte de la cour de Versailles. Ils sont au milieu de cet océan d'intrigues, de cours, de ragots. De complots et aussi plus au-delà, il y a la révolution qui gronde, il y a le peuple qui tape à la porte. C'est un film qui reste, qui est curieux, mais comme j'essayais de le dire, cette manière de proposer des équivalences donc entre Versailles et ce que peut être une cour d'école, de proposer de faire des anachronismes aussi bien dans la BO avec New Order, Bow Wow, ou ce fameux plan qu'on lui a reproché donc des converses qu'on voit, des converses anachroniques qu'on voit dans le dressing de Marie-Antoinette. Ce qu'on reprochait à l'époque, effectivement, c'était d'aplanir, d'essayer de proposer des équivalences entre des choses qui semblaient avoir aucun rapport, mais il fallait peut-être le regard d'une américaine sur l'histoire française pour oser proposer ce genre d'analogie ou d'anachronisme. Et puis dans votre texte, vous parlez souvent pour évoquer les différents personnages féminins de certains de ces films, vous parlez de princesse. De la princesse. Et en fait, voilà. Et moi, je me dis, mais bon, on en a un peu parlé au début de l'émission, mais je disais, c'est marrant parce que dans ce moment-là, eh bien, la princesse, eh bien, finalement, avec la révolution qui arrive, c'est le réel aussi qui arrive et la grande histoire. Et que fait la princesse finalement quand elle va sortir? Eh ben, elle est dans son carrosse et puis il y a ce plan final qui est magnifique. Je crois, si je me rappelle bien, elle ferme les yeux et lui dit mais à quoi vous pensez? Et je crois qu'elle dit en gros j'étais en train de finir l'histoire, mais dans ma tête, quelque chose comme ça. Je trouve ça très beau et très en lien avec le réel aussi. Oui, de réel. En plus, si vous dites princesse, on pense forcément au conte de fées, quoi. Donc il y a aussi cette idée récurrente du conte de fées qui revient dans ces films, plus particulièrement, je pense, dans Les Proies et conte de fées réels. Donc oui, entre ce qu'on attend, entre ce qu'on espère comme le prince charmant dans Les Proies et ce qui arrive à la fin, oui, il y a toujours un écart, il y a toujours une déception. Troisième film, c'est Somewhere, en 2010. Voici l'image en question. Je pense que c'est un des plus beaux plans du film, sinon l'une des plus belles scènes du film, alors qu'elle n'a rien de joli. Donc c'est effectivement Steven Dorff qui joue cet acteur un peu paumé, Johnny Marco, en plus qui est père célibataire, donc d'un enfant joué par Fanning, qui a droit à une séance de plâtrage, de maquillage pour on va lui prendre l'empreinte de son visage de sa tête pour faire un effet spécial et on le laisse là, on l'oublie presque, on l'oublie pratiquement en fait et Coppola est très maligne donc elle laisse durer le plan mais il y a cette espèce de malaise puisque la caméra s'avance donc moi ça me fait penser à cette réplique de Gene Hackman dans La Fugue d'Arthur Penn lorsqu'il parle d'un film d'Eric Rohmer. Il dit oui, j'ai vu un film de Rohmer, j'avais l'impression de voir la peinture séchée. Et là, c'est pareil, on voit un masque séché
Mais en même temps, c'est l'acteur réduit à à rien en fait, à juste un canevas blanc. C'est même pire que lorsque Hitchcock disait que les acteurs sont du bétail. Là, c'est juste un bout de plâtre, c'est pratiquement un mur. En même temps, ça renvoie aussi à cette réplique finale de Steven Dorff à la fin du film, lorsqu'il téléphone à son ex, lorsqu'il lui dit je ne suis pas une personne, je ne suis rien. Donc là, effectivement, il n'est rien. Et ce plan-là, je pense que c'est peut-être un des. Sofia Coppola n'est pas quelqu'un de forcément très cruel d'apparence, mais c'est peut-être sa manière donc de s'en prendre à Hollywood, au Star System. Je pense que l'une des façons les plus, les plus franches, à la fois les plus frontales, en même temps les plus subtiles. Et elle avait déjà un peu caricaturé Hollywood dans Lost in Translation avec cette actrice un peu évanescente, enfin un peu faux folle, jouée par Anna Faris, qui fait sa promo à Tokyo. Et qui, je crois, est un peu modelé sur Cameron Diaz dans son enthousiasme un peu trop enthousiaste. Et cette manière, là, donc, dans ce film-là, avec Somewhere, donc, de se moquer d'Hollywood, de se moquer voilà, du statut des acteurs. Et en même temps, cette scène hyper moderne, maintenant, lorsqu'on pense à tous les débats autour de l'intelligence artificielle ou du fait qu'on n'aura peut-être plus besoin d'acteurs dans des films, là, ce plan-là date d'il y a presque 10 ans, une dizaine d'années. Et en fait, il est hyper contemporain, quoi. Et c'est pas beau, mais je pense que c'est hyper intelligent. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus futé, qui est beaucoup plus malin qu'on ne le croit. C'est quelqu'un qui aussi, je pense, qui est très drôle, mais dans ses films, mais c'est pas non plus un humour très enfin très franc, mais c'est toujours assez, c'est toujours là, c'est toujours assez subtil. Question un petit peu psychologie de bazar, comme disait l'autre, mais bon, Sofia Coppola, dans la plupart de ses films, on a tendance à dire que voilà, on l'identifie à ses personnages féminins, etc. Mais dans celui-ci, dans Somewhere, est-ce que pour le coup, ce serait Stephen Dorff, c'était Sofia Coppola? Je pense que oui. En plus, c'est peut-être un peu le fantasme de l'effacement, de l'auto-effacement, puisque c'est quelqu'un qui a cette réputation dans ses interviews d'être assez réservé, quoi. Elle donne jamais beaucoup dans ses interviews, c'est très lisse, il n'y a pas d'aspérité. On a même presque l'impression qu'elle n'a pas envie d'être là. Donc c'est peut-être sa manière de répondre à la célébrité, donc aux exigences de la promo et puis tout ça, voilà, c'est de vouloir s'effacer. Donc, je pense qu'elle trouve d'autres moyens de s'effacer que de se foutre du plâtre sur la tête. Mais en tant que fantasme, en tant qu'acte plus ou moins manqué, mais je trouve que c'est super fort et super joli. En 2013, elle fait The Bling Ring, on en a aussi un peu parlé. D'ailleurs, même vous avez parlé du moment qui est dans la photo que j'ai choisie. C'est ça, en fait. C'est effectivement le moment où les portes vont, c'est vers la fin du film, donc c'est que voilà, il n'y a pas besoin de divulgacher puisque voilà, on sait que le gang du Bling Ring, donc c'est ces jeunes qui cambriolent les villas des riches, des people à Los Angeles, à Hollywood, comme s'ils faisaient du shopping en fait. Je crois que c'est la première scène du film. Voilà, ils entrent et la fille dit viens, on va faire du shopping. Voilà, donc il y a vraiment aucune, on parlait de bulle, on parlait effectivement d'absence, d'incapacité, voilà, d'appréhender le réel. Et là, c'est cette scène-là, donc ce plan-là, ce photogramme-là que vous proposez, c'est la conclusion. Ils se font arrêter, ils vont en procès, mais Coppola ne montre pas le procès, elle montre juste effectivement le moment où elle rentre, où tout ce beau monde rentre dans la salle d'audience. Après, elle ferme les portes, on ne voit pas du tout les scènes attendues de procès. Donc effectivement, est-ce que c'était une espèce de pied de nez ou un moyen de ne pas se mesurer à son père qui a fait des scènes d'audition, voilà, de mafieux ou des scènes de procès qui ont marqué voilà, tous les esprits de cinéphiles. Donc elle écarte ça. Et en même temps, je parlais d'absence de cruauté. Peut-être qu'elle ne voulait pas non plus filmer ça.
en rajouter, puisque les personnages sont, quand ils sont voilà, confrontés donc, à la police et tout ça, c'est quand même assez ridicule. Et après cette scène, donc, il ferme les portes et les portes se rouvrent, donc les accusés sortent et on entend en voix off donc la somme des condamnations, des peines et puis tout ça. Et après, on parlait de prison dorée et puis tout ça. Je crois qu'on a la seule scène strictement carcérale, vraiment carcérale dans un film de Sofia Coppola, c'est celle où le personnage, le seul jeune homme du gang qui s'appelle Marc, est filmé donc il est en combinaison orange de prisonnier, il est enchaîné, il va en prison carrément. Donc c'est la vraie seule scène de prison dans un film de Sofia Coppola qui est connu pour ses films de prison dorée. Moi, j'ai l'impression que avec cette image-là, il y a aussi son rapport au monde. Je trouve que Sofia Coppola ne filme, enfin, le cinéma de Sofia Coppola ne dit pas grand-chose de la société, mais du monde. Et j'ai cette sensation-là, et c'est pour ça que, parce que dans ces films, le temps est souvent suspendu, on a cette impression aussi que c'est un film qui pourrait être identifié ou identifiable un peu partout dans le monde. Et c'est pas forcément des films américains dans l'idée même où ça raconte l'histoire américaine. J'ai cette impression-là. Et donc, en voyant ce film-là, en l'occurrence, et parce qu'il y a un travail aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, ils mettent en scène leur cambriolage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport aux différents cas, différentes façons de faire des images. Mais dans The Bling Ring, avec ce moment-là, j'ai l'impression que Sofia Coppola, la société, c'est pas forcément ce qui l'intéresse, mais c'est le monde plus ou moins, voire même le monde à travers un espace de non-lieu, comme vous le disiez très, très justement. Donc ce rapport au monde est très fort finalement chez Sofia Coppola. Oui, le monde existe, elle peut pas le nier, quoi. Donc, mais elle trouve toujours une manière, effectivement, de montrer. Moi, j'aime beaucoup ce plan. Enfin, il est presque, on va pas dire qu'il est presque Wes Andersonien, quoi. Il est hyper symétrique, voilà. Donc, la porte, les deux portes sont au centre, donc c'est quelque chose de très composé et puis tout ça. Mais est-ce que c'est une manière pour elle, voilà, de tourner le dos au monde ou de fermer la fenêtre, je sais pas. Mais oui, c'est en même temps de Bing Ring, c'est effectivement, même si la plupart de ces films sont un peu sont assez intemporels, c'est peut-être le plus daté entre guillemets parce qu'il se concentre sur des people, enfin sur des célébrités qui sont voilà, qui appartiennent à une certaine époque, donc Paris Hilton, Lindsay Lohan, voilà, donc qui sont déjà presque des dinosaures à une époque où la célébrité se fane très vite. Donc voilà, et c'est son film entre guillemets le plus moche, même voilà. Même si ça montre des jolies villas, même si ça montre des jolis objets, enfin, des sacs à main et puis tout ça, mais c'est vulgaire, c'est moche. Et le dit, et je crois qu'elle disait en interview qu'elle a fait après Les Proies, mais vraiment en réaction à la mocheté de Bling Ring. Voilà, donc pour se laver un petit peu de cette vulgarité, elle a voulu faire le film le plus joli possible, voilà, le film le plus joli qui soit. Et voilà. Alors, c'est le dernier film que nous avons vu, hein. Pour l'instant, c'est On the Rocks. Et voilà l'image que je voulais vous montrer, mais vous en aviez déjà parlé dès le début de cette émission, mais peu grave, peu importe. Voilà cette image. C'est effectivement c'est Rashida Jones et puis donc qui joue cet écrivain en panne d'inspiration et qui pense que son mari la trompe et donc qui se confie à son père qui jouait par Bill Murray et Bill Murray joue un marchand d'art donc très coureur de jupons, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a quitté la mère donc du personnage de Rashida Jones, il l'a trompé. Et non, c'est marrant en plus de se dire est-ce que c'est une figure paternelle, est-ce que c'est Francis Ford Coppola? Je pense pas trop. Francis Ford Coppola, le monogame, voilà, marié depuis je sais pas 50 ans ou même 60 ans avec la même femme, contre Big Murray, voilà, le dragueur. Donc peut-être que voilà, secrètement Sofia Coppola rêve que son père soit un peu plus cool, voilà. Mais c'est un très joli film, mais c'est très dommage qu'il soit sorti au milieu de la pandémie et que personne en fait ne lui prête attention. Je le trouve même meilleur et peut-être plus important que Les Proies, parce que c'est un film faussement léger, c'est un film
En même temps, c'est encore un film dans une bulle. C'est la manière, il y a un moment où Bill Murray se fait arrêter en voiture par des flics new-yorkais. Et Bill Murray s'en sort, mais de la manière la plus irréaliste possible. Mais c'est très, on dirait un film de Beck Edwards. C'est tellement smooth, c'est très jazzy, c'est très élégant, quoi. Donc, mais c'est un film où le personnage de jeune fille, on va dire coppolesque, qui est un peu donc celui incarné par Rashida Jones, accuse un peu son âge. Donc, au fond d'elle, elle pense être une jeune fille, donc toujours aux yeux de son père, puisqu'en plus, elle continue à chercher un peu son approbation ou à le traquer. Mais voilà, elle a déjà 40, 50 ans. Donc, c'est un peu on parlait on reproche voilà, de filmer toujours des jeunes filles, mais elle change. Et donc, ça, c'est son premier personnage de jeune fille mature, donc en transition toujours, comme dans ses films, mais cette fois, dans la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Et souvent, ces films sont des réponses aux films précédents. Et je crois que ce film est un peu une réponse à des accusations qu'on avait faites au proie, où on avait reproché d'avoir évacué toute la dimension raciale, toute la dimension esclavagiste du livre et du film. Il n'y a pas de personnage noir, on est dans la guerre de sécession, il y avait une domestique noire qui a complètement été effacée donc, du scénario, et Coppola avait dit bah oui, mais c'est pas le genre de personnage que j'ai envie de montrer au cinéma. Et là, Rashida Jones, donc, c'est un personnage métis, déjà parce que Rashida Jones est la fille de Quincy Jones et célèbre producteur de musique noire, et sa mère c'est Peggy Lipton, l'actrice qu'on a vue dans Twin Peaks. Et là, donc, le mari donc, de Rashida Jones dans le film est joué par Marlon Wayans. Donc, je crois que c'est son premier couple, voilà, racisé, interracial et tout ça, donc dans un de ses films. Et voilà, pour le coup, le réel fait une irruption, enfin, après 10 ans donc, voilà, de personnages un peu monochrome. Et voilà. C'est comme, excusez-moi de vous interrompre, mais je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est comme si demain, Arnaud Desplechin filmait un couple noir, voilà. Un couple noir, voilà, ça lui arrivera un jour sans doute. Il l'a fait. Voilà, et c'est juste un fait acquis, c'est pas non plus, comment dire, très mis en avant dans le film. Voilà, ces personnages sont juste. Non, noirs. Effectivement, c'est pas du tout. Voilà. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien peut-être aussi. C'est ça qui est bien peut-être, et c'est peut-être voilà, cette manière de répondre, voilà, donc de se dire voilà, je veux montrer des personnages afro-américains, voilà, ou racisés, mais où ce n'est pas un problème, voilà, où cette dimension-là n'est pas un problème chez eux. Eh ben non, sachez que par le biais de cette image-là, je voulais en fait qu'on parle de ça, mais vous en avez parlé bien avant que je vous le propose, donc j'ai plus grand-chose à vous dire, et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, la rétrospective, c'est du 6 au 12 décembre à la Cinémathèque française. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Juste une dernière question, mais vous ne pouvez pas répondre longuement parce que vous n'avez pas encore vu le film, je crois. C'est Priscilla, la question bête, mais est-ce que vous en avez entendu un peu parler? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pensez que c'est un film qui peut… Voilà, on va parler sur quelque chose qu'on ne sait pas. Donc c'est situé sur Sofia Coppola, et moi j'ai entendu que c'était effectivement les premiers retours au Festival de Venise où il était présenté. Elle disait que c'est son meilleur film depuis Ghost in Translation. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Voilà, elle a le courage de faire un biopic, voilà, entre guillemets, d'Elvis, mais via Priscilla, mais sans utiliser aucune musique d'Elvis Presley, qui peut-être nous changera de Baz Luhrmann, et voilà, de prendre un point de vue féminin encore une fois, à travers un biopic qui n'est peut-être pas ce qu'on attend d'un biopic, si j'ai bien compris. Mais toujours avec ce même sens du design, du décor. Je crois qu'elle dit que sur ce film-là, elle a été beaucoup inspirée par les photographies de William Eggleston. Donc voilà, donc au moins ce sera joli. Donc je le vois très bientôt, et je m'attends à un bon film.
Mais elle dit aussi qu'elle a, voilà, qu'elle est peut-être arrivée à un point où les adolescents et les jeunes, elles commencent à en avoir un peu marre dans son cinéma. Donc c'est peut-être le moment, voilà. Donc déjà, voilà, on a déjà des personnages racisés, donc voilà, ça, elle prend son temps et peut-être que on peut s'attendre à des surprises un peu plus tard. Pourquoi pas. La rétrospective, c'est du 6 au 12 décembre. C'est la Cinémathèque française, la rétrospective Sofia Coppola et Léo Soessanto nous a fait vraiment l'amitié de venir en parler. Je dis que, en fait, on a enregistré très tard dans la soirée. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, merci à vous, Samir. Merci beaucoup. À très vite. Générique. À très vite. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three